Bonjour à tous, bienvenue à cette table ronde où nous allons parler démembrement. En quoi ce placement immobilier est pertinent, quelles sont ses forces et ses faiblesses, en quoi la crise du Covid a impacté ce marché et quel est son avenir. Alors pour en parler avec nous, deux spécialistes du secteur. J'ai nommé Alexandre Bonvalot, directeur commercial chez Perle. Bonjour. Alexandre. Et Even Delmas, directeur commercial chez Nu Propriété. Nupro Select. Select. Nupro Je suis Select, allée trop bonjour. vite. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir ce que vous faites spécifiquement sur ce segment du démembrement. Alexandre. Perle a initié en 2000 ce modèle d'investissement immobilier qui était ni plus ni moins qu'une constatation de détention immobilière et de besoin. L'idée forte a été qui détient de l'immobilier et pour quelles raisons on détient de l'immobilier. On a des investisseurs particuliers qui achètent de l'immobilier pour se constituer du patrimoine. Nous avons des institutionnels qui achètent de l'immobilier en bloc. Et nous avons l'État qui achète de l'immobilier pour un certain nombre de ses missions. Et notamment une mission de service public qui nous intéresse, c'est de loger des actifs sur des zones tendues. Et ni plus ni moins que de se dire que ces deux mondes, le particulier et le public, pouvaient se parler avec un partage de l'acquisition. D'un côté, les murs, la nue propriété pour l'investisseur privé, et la contrepartie de l'usufruit, l'usage, ce bailleur institutionnel pour répondre à cette mission de service public. Donc le modèle a été bâti sur ce partage de la propriété en 2000. Si je dois donner quelques indicateurs sur Perle, c'est aujourd'hui 180 communes sur lesquelles nous avons bâti des opérations de démembrement de propriété. Alors je pense que cette année nous allons dépasser les 9000 logements créés depuis la création en 2000 et c'est à peu près 105 collaborateurs aujourd'hui à l'heure où on se parle. Et vous, Even, alors quel segment spécifique travaillez-vous ? Eh bien, à l'instar de Perle, effectivement, on est spécialisé sur le montage et la commercialisation d'opérations en démembrement de propriété sur des communes, je dirais, avec des secteurs tout à fait similaires, que ce soit l'Île-de-France, que ce soit sur la région lilloise, lyonnaise ou la Côte d'Azur. On a aujourd'hui une dizaine d'années d'expérience sur le marché, donc plusieurs centaines de logements qui ont été livrés. Et donc, on perpétue, je dirais, ce modèle dans lequel nous croyons, puisque ça mobilise de l'épargne privée, mais également de l'épargne publique dans une mission, je dirais, publique. Aujourd'hui, on a quelques spécificités, notamment de nouvelles opérations de démembrement sur des résidences étudiantes que l'on démembre pour loger des étudiants et pour permettre à un plus grand panel d'investisseurs de pouvoir s'intéresser au démembrement de propriété. Et donc, on est bien évidemment ravis de proposer cela à tous nos partenaires. Alors justement, Even, quels sont les avantages de ce placement ? En quoi il est intéressant et pertinent ? Et quels sont les avantages fiscaux qui y sont associés ? Alors, le démembrement, déjà, pour le rappeler, ça dépend directement du Code civil, ça ne dépend pas d'une loi fiscale qui pourrait être temporaire. Donc, c'est la séparation d'un côté de l'usufruit, comme l'a dit Alexandre, donc avec l'usage et la perception des loyers, notamment, et de l'autre côté de la nue propriété qui confère à son détenteur la propriété du bien. Donc là, on est dans un cadre temporaire pour une durée minimale de 15 ans, qui peut aller parfois jusqu'à 20 ans, des durées moyennes, je dirais, autour de 17 ans, et plusieurs avantages à cela. Pour l'investisseur nu propriétaire, il va pouvoir acheter un bien dans un secteur prime, que ce soit des secteurs au pourtour de Paris, que ce soit des secteurs proches de Lyon ou des grandes métropoles, à un prix qui est décoté, une décote de l'ordre de 35 à 45% à peu près, suivant la durée de démembrement. À cela s'ajoutent d'autres avantages, la non-gestion locative, puisqu'en fait c'est un usufruitier bailleur social, bailleur institutionnel comme on souhaite l'appeler, qui va détenir l'usufruit, qui va acheter l'usufruit pour toute la durée du démembrement, 15 ans, 17 ans, 20 ans, et qui va donc gérer le bien, avec tous les aléas que ça comporte. Donc l'investisseur nu propriétaire ne souffre d'aucun aléa, que ce soit de la gestion locative, que ce soit des charges, à l'exception de quelques opérations où il peut y avoir quelques menus charges, mais globalement, c'est un investissement qui est visible, lisible, qui permet de garantir une sérénité à l'investisseur. Et puis d'autres avantages fiscaux également, ça ne rentre pas dans l'impôt sur la fortune immobilière, ça ne génère aucun impôt supplémentaire. Et lorsqu'on achète
à crédit, eh bien, on peut déduire les intérêts d'emprunt des autres revenus fonciers qu'on pourrait disposer de par ailleurs. Donc c'est l'un des seuls investissements immobiliers à ma connaissance qui ne génère pas d'impôt supplémentaire et qui va même pouvoir baisser la base taxable des revenus fonciers d'un investisseur. Et puis d'autres stratégies, que ce soit sur de la donation, sur de la succession, c'est vraiment un outil qui est assez complet et qui permet, je dirais, de sécuriser aujourd'hui un investisseur parce qu'on achète avec une décote, donc face à un retournement de marché, on est sécurisé et qui lui permet eh bien, d'optimiser son patrimoine en fonction de sa situation future. Et qui est-ce qui détermine la durée alors? Parce que vous disiez 15, 17, 20 ans, qui est-ce qui détermine ça? Alors cette durée, elle est déterminée avec différents acteurs, on y reviendra un petit peu plus tard, mais notamment l'intervention des mairies, l'intervention des drills, des promoteurs, des bailleurs. C'est vraiment, je dirais, un échange cordial entre différents acteurs. Et puis ça dépend de la stratégie aussi de l'investisseur, j'imagine, s'il veut un investissement plus ou moins long ou de longue durée, j'imagine. Voilà, alors ça va être pour la seconde partie, pour la partie commercialisation. Les investisseurs vont s'intéresser à des opérations sur des courtes ou longues durées, je dirais. Alors Alexandre, je crois savoir que vous avez réalisé des études historiques pour déterminer la performance des placements en démembrement dans le temps. Alors est-ce que vous pouvez nous livrer ces résultats? Alors les résultats, au-delà des avantages fiscaux que Kevin vient d'évoquer, l'absence de fiscalité, etc., 2000 a été en fait une espèce de banc d'essai, de banc d'épreuve aux solutions d'investissement proposées par nos partenaires et les professionnels du patrimoine. La nue propriété n'y a pas échappé. Le modèle d'investissement en nue propriété temporaire tel que nous l'avons bâti, il existe depuis 2000. Et la réalité depuis 2000, à l'exception de quelques oscillations qu'on a pu constater, notamment en 2008 et en 2011, la courbe est plutôt facilitante. Donc c'est pour ça qu'on est assez discret sur les TRI des débouclages, les taux de rendement interne d'opération, parce que c'est le reflet de l'immobilier et de sa performance depuis 2000, avec la pertinence d'acquisition et cette fameuse décote. Donc l'idée, c'était de créer un crash test sur ce qu'il peut exister. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas quantifier l'impact immédiat, parce qu'on est en train de traverser cette crise sanitaire, qui n'est pas une crise de confiance. Quand je regarde d'après-guerre, celle qui va m'intéresser, c'est ce qu'on a passé, ce qu'on a vécu en termes de performance en 90-91, où on avait un marché particulièrement dense, particulièrement dynamique et élevé. Un plein propriétaire investit en 90 dans l'immobilier. 5 ans plus tard, en 95, il se retrouve avec une perte de capital de l'ordre de 30%. Ce capital va commencer à se reconstituer à partir de 97, 98. Alors, je ne pense pas que ça soit grâce à la Coupe du Monde, mais l'immobilier... Mais pas loin. Mais peut-être. Pourquoi pas. Mais l'immobilier commence à reprendre des couleurs. Je retrouve mes valeurs d'acquisition, encore une fois, ce sont des moyennes. Des valeurs d'acquisition de 2000-2001, je les retrouve en 90-91, je les retrouve en 2000-2001. Donc, mon investisseur en pleine propriété a attendu 10 ans pour retrouver son patrimoine, ni plus ni moins. Si la nue propriété avait existé, c'est tout l'enjeu d'un crash test, en 90, j'aurais proposé à des investisseurs, ce même investisseur en pleine propriété aurait pu investir en nue propriété avec une décote de l'ordre de 30 à 40%, comme Evan l'évoquait. Quelques années plus tard, en 95, j'ai toujours cette nue propriété. Il faut savoir qu'en 95, j'exagère un petit peu, mais rien ne se louait, rien ne se vendait. Donc, j'avais ce bien en 95 avec cette même décote. Et j'ai un bailleur institutionnel qui l'utilise, qui l'exploite, pour répondre à cette fameuse mission de service public. En 2001, qu'est-ce qui se passe? Je retrouve ma valeur de marché historique de 90. Super. Moi, en qualité d'investisseur en nue propriété, je viens juste de récupérer ni plus ni moins que ma décote. Ça veut dire que j'ai préservé, j'ai résisté à ce choc économique qui a eu lieu sur l'immobilier, de par la nature même du modèle d'investissement. Allez, s'il faut retenir un chiffre à cette analyse, c'est la performance du modèle d'investissement nue propriété, c'est 3,46 net annuel. Dans quelles conditions? Une décote de 40% sur un investissement d'horizon de 15 ans. Donc ces 3,46, ils sont là pour justifier d'un rendement s'il ne se passe rien sur le marché. Et dans mon exemple, 90-2000, ça tombe bien, en 10 ans, il s'est passé quand même une crise lourde et profonde de l'immobilier. Et pour autant, j'ai sauvegardé, j'ai résisté, j'ai résilié à l'impact du marché. C'est en ça aujourd'hui que la nue propriété, sur ce fameux banc d'essai, sur ce crash test, remporte un certain nombre de suffrages avec une performance qui
quel que soit le contexte et quel que soit le moment où je décide d'investir sur le marché, il n'y a pas de bon moment, il y a juste le fait de ne pas faire. Je protège mes investisseurs. Et grâce surtout à la décote. C'est la décote qui fait tout le travail, exactement. Ouais. Et puis cette absence d'aléas locatifs, je n'ai pas à supporter les aléas locatifs. Alors parfois je le dis de cette façon-là, c'est de l'immobilier sans les aléas de l'immobilier. Donc c'est mieux que les SCPI alors. Alors, de là à comparer la SCPI sur ce mode d'investissement, attention à ce que vous dites. Exactement. N'oublions pas que ma nue propriété, je n'achète pas l'utilisation. Je n'ai pas de loyer, pas de fiscalité. Très bien. La SCPI, de pleine propriété, je vais acheter les loyers qui vont avec. Donc effectivement, je vais avoir une fiscalité qui va aller avec. Aujourd'hui, je serai certainement corrigé si je me trompe, mais le rendement que l'on peut attendre sur les SCPI, décorrélé de l'impact de la situation actuelle, est de l'ordre de 4,55, 4,60. Encore une fois, ce sont des revenus qui vont être fiscalisés, ce sont des revenus fonciers. Après, il y a des stratégies de propriété. Alors que ce n'est pas le cas pour le démembrement. Alors que la fiscalité du démembrement, elle n'existe pas parce qu'il n'y a pas de revenus. Alors justement, quelles sont les précautions à prendre quand on veut investir sur ce type d'investissement? Est-ce qu'il y a vraiment une liste noire ou enfin des éléments à regarder plus particulièrement? Deux choses qui, à mon avis, nous préoccupent. C'est déjà la lisibilité du produit. Est-ce que l'investisseur, le particulier, le professionnel comprend et investit dans quelque chose de lisible? Ça, c'est vraiment la première chose, mais c'est décorrélé de la nue propriété. C'est dans l'ambition d'un investissement. Sur quoi je dois être attentif? La zone sur laquelle j'investis. Aujourd'hui, on a une lisibilité, comme tu l'évoquais, des métropoles. On va aller chercher ces métropoles qui sont des places fortes des valeurs immobilières. Au-delà de ça, il y a des enjeux démographiques, économiques, et là, la réalité sur cette phase de télétravail font que nous devons aller détecter des potentiels fonciers sur ces fameuses zones tendues, que le bailleur également affectionne, parce qu'on a besoin du bailleur autour de la table pour faire l'OP. Ça, il faut être très attentif. Et comme je parle du bailleur, deuxième zone d'attention très forte, c'est cette fameuse convention d'usufruit. Qui est-ce qui nous lie avec l'usufruit et le bailleur? C'est ni plus ni moins qu'une convention d'usufruit. Cette convention d'usufruit, c'est les règles du jeu entre un nu propriétaire qui n'a pas les clés pendant 15 ans, et pour autant il va les récupérer, et cette convention d'usufruit détermine pour le bailleur comment il doit utiliser, comment il doit entretenir, et comment il doit rendre l'appartement au nu propriétaire. Et le nu propriétaire, quand il devient plein pro, il fait ce qu'il veut. Il vend, il loue, ou il occupe. Ça, c'est des besoins qui seront réactualisés à ce moment-là. Donc ça, c'est vraiment très important de comprendre ce qui est stipulé dans cette convention de démembrement. Alors, est-ce que c'est très clair? Est-ce que justement l'investisseur a des informations très claires? Est-ce que pour lui c'est évident ou c'est quand même des éléments qui sont très de spécialiste à spécialiste? Alors, je ne pense pas me tromper en disant qu'on est très rigoureux sur justement je pourrais qualifier ça de négociation. Nous avons des cadres types de conventions de démembrement sur lesquels on ne va pas démordre. Les éventuelles évolutions, les éventuelles variables qu'il peuvent y avoir dans une convention d'usufruit, elles dépendent plus de l'actif que j'achète plutôt que de l'actif, plutôt qu'autre chose. C'est vraiment l'actif qui va générer des règles d'entretien sur les extérieurs, les îlots de verdure, ce genre de choses, sur les étanchéités, si c'est des spécificités de toit plat, des choses comme ça. Il va y avoir des règles qui vont dépendre de l'immobilier. Mais nous fonctionnons sur des cadres types pour sécuriser le bailleur dans le cadre de son utilisation, mais surtout notre client investisseur en nue propriété et son partenaire et son conseiller. Alors Even, justement, dans ces précautions à prendre, il faut voir quel est l'équilibre justement entre le bailleur, le promoteur, les collectivités locales. Quel est ce juste équilibre et comment ça se passe alors justement? Eh bien, déjà pour compléter ce que disait Alexandre, c'est que toutes ces précautions à prendre justifient notre métier aujourd'hui et qu'il y ait sur le marché des acteurs spécialisés uniquement sur le démembrement, à l'instar de Perle, NuProSelect et tous les autres. Donc c'est vraiment un métier, je dirais, à part entière. Et voilà pourquoi certains promoteurs ne l'ont pas fait directement, puisque eux, ils ont les fonciers, ils auraient pu développer, je dirais, une équipe pour développer le démembrement. Mais c'est un petit peu plus compliqué. Alors plusieurs acteurs sont mobilisés pour faire du démembrement de propriété. Tout d'abord le promoteur, bien évidemment. Aujourd'hui, la plupart des promoteurs connaissent le démembrement de propriété, mais parfois, je dirais, ont une fausse idée du démembrement de propriété. Je m'explique. Le démembrement de propriété peut remplacer, par exemple, la partie accession
ou investissement locatif d'une opération d'un promoteur et non pas remplacer uniquement la partie logement social, puisqu'il faut savoir que l'ensemble des promoteurs ont des obligations généralement fixées par les maires de pourcentage de création de logements sociaux sur chacune de leurs opérations. Et donc majoritairement, une grande partie des promoteurs en tout cas pensent qu'il est possible de faire du démembrement uniquement sur la partie logement social et d'améliorer leur bilan financier, je dirais, uniquement sur la partie logement social. Alors que on étudie, nous, sur plusieurs opérations avec différents promoteurs, la réalisation de démembrement de propriété pour venir remplacer la partie accession ou investissement locatif classique. C'est quelque chose qui se fait et généralement c'est avantageux pour les promoteurs puisque ça permet d'avoir un rythme de commercialisation plus rapide et donc de tendre vers l'obtention d'une garantie financière d'achèvement qui va venir sécuriser l'opération et donc sécuriser l'investissement des investisseurs. C'est quelque chose qu'on pratique vraiment avec eux. Ça, c'est le premier cas, le premier acteur, le promoteur. Ensuite, vous avez la partie bailleur. Pour faire du démembrement, il nous faut un usufruitier, donc un bailleur social. Les bailleurs sociaux ont des obligations de création de logements sociaux, ont des objectifs. Sur l'année 2020, par exemple, ils avaient un objectif au total de 110 000 logements sociaux à créer sur l'année 2020. On a atteint 95 000 logements sociaux, ce qui est en dessous de l'objectif que l'État avait fixé. Et donc, on pense que sur l'année 2021, de plus en plus de bailleurs vont s'intéresser au démembrement, puisque c'est l'un des seuls montages qui va leur permettre de mobiliser aucun fonds propre, alors qu'on sait très bien qu'aujourd'hui les bailleurs ont, dirais-je, de plus en plus besoin de fonds propres et doivent les mobiliser sur des opérations en démembrement, ils n'ont pas besoin de mobiliser des fonds propres. Et puis ils sont soutenus également par Action Logement qui va effectuer des réservations directement auprès des bailleurs pour réserver en avance des logements et donc va permettre, grâce à des financements, des prêts préférentiels aux bailleurs, va leur permettre de construire du logement et de réhabiliter du logement pour les différents salariés, donc la mission publique dont on évoquait tout à l'heure. Donc voilà, il y a le promoteur, le bailleur, mais ensuite il y a également les négociations en mairie, puisque parfois les volontés politiques font qu'il n'est pas possible de faire du démembrement sur certaines communes. Et pourquoi ? Eh bien en fait, vous avez la loi SRU, l'article 55 de la loi SRU qui oblige certaines communes, alors suivant la taille des communes et les métropoles, etc., mais oblige les communes à faire entre 20 et 25% de logements sociaux. Et le démembrement, les logements créés en démembrement de propriété rentrent dans ces 20 ou 25% de logements sociaux. Or, certains maires considèrent que c'est du logement temporaire, du logement social temporaire, et qu'au bout des 15 ou des 17 ou des 20 ans, ils retombent dans l'espace privé. Et donc, pour certaines, je dirais, certaines réflexions politiques, ça ne coche pas les bonnes cases, je dirais. Donc, il est parfois compliqué dans certaines communes de réaliser du démembrement, et c'est là où il y a tout un jeu de négociation à faire, et où on accompagne les promoteurs et on accompagne les bailleurs pour négocier avec les maires. Ensuite, il y a également la direction régionale et interdépartementale de l'habitat et du logement, qui est la DRIL, qui va accorder ou non un agrément au bailleur social pour qu'il puisse ou non réaliser justement du logement social sur du démembrement temporaire. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'acteurs. Chacun y trouve finalement son intérêt. Chacun y trouve son intérêt, puisqu'on le disait, c'est de l'épargne publique, de l'épargne privée. Ça permet de créer du logement social. Et je le rappelle, il y a plus de 2 millions de personnes qui ont besoin d'un logement social. Et quand on sait qu'on a créé 95 000 logements sociaux l'année dernière, on voit qu'il y a une grande marche encore à monter. Donc on a vraiment, avec Action Logement et plein d'autres bailleurs, on avance sur ce chemin-là et on leur propose de faire. Mais pourquoi pas en faire plus alors, puisque finalement tout le monde y trouve son intérêt ? Alors, pourquoi est-ce que le rythme ne s'accélère pas ? Alors, il y a plusieurs, je dirais qu'il y a plusieurs axes, il y a plusieurs réponses à cela, mais comme on l'a dit, c'est que ça va rester du logement social, mais qui est temporaire. Et ça ne sera pas une réelle création de valeur sur le long terme. Donc, on estime que le marché du démembrement ne peut pas dépasser environ 10 000 logements, puisque après on sera sur une non-création de valeur pérenne. Donc, c'est la raison, je dirais, la raison principale qui nous freine, qui freine le développement d'opérations démembrement de propriété. Après, je ne sais pas si Alexandre, tu as d'autres axes de réflexion par rapport à cela, mais... Si je peux ajouter quelque chose, effectivement, les typologies d'appartements que nous proposons aux bailleurs ne cochent pas toutes les cases non plus de l'utilisation un peu standard et l'image d'Épinal du logement social. C'est-à-dire parce que les appartements sont trop grands ou vous avez, alors déjà, les quartiers sont on a trop, le souci... trop chics. Mais
Effectivement, je pense que là, on tient un début de piste. Le démembrement que nous proposons sont sur des zones tendues. Aujourd'hui, une zone tendue, qui dit zone tendue, qui dit effectivement une zone qui n'est peut-être pas forcément facile d'accès en pleine propriété pour un particulier, mais également l'institutionnel ou les fonds publics, comme tu l'évoquais. Donc il y a une limite à l'exercice de faire une opération de logement à loyer maîtrisé, puisqu'on parle vraiment de ça, au cœur de Paris. Parce que les fonciers sont très compliqués d'accès. Très cher. Si je n'ai pas accès à l'épargne privée que je vais cumuler avec les avantages du modèle, la ville ne peut plus créer d'offres sur ce genre de foncier. Et on va voir cette problématique également sur des villes comme Lyon, sur des métropoles, même sur des villes secondaires où ce modèle vient en soutien. Donc en fait, cette offre, elle est complémentaire, mais elle ne d'une remplace pas vraiment le logement social. Ouais. Ça ne remplace pas, ça complète d'accord. une gamme de logements avec des familles positionnées sur des zones tendues et donc qui doivent s'acquitter d'un loyer. D'accord. Donc avec une solvabilité en face, etc. Le bailleur n'est pas une association. Le bailleur doit répondre à une mission de service public et donc doit recouvrer des loyers. Et ces loyers sont effectivement modérés, maîtrisés, mais ce ne sont pas des bas loyers. Ce ne sont pas des loyers typiques qu'on aurait pu imaginer dans des logements stéréotypés HLM par exemple. Alors pour parler actualité, est-ce que la crise sanitaire a impacté ce marché, Even? Est-ce que vous avez remarqué quand même des incidences particulières? Alors l'impact de la crise sanitaire a été limité sur le marché du démembrement de propriété pour plusieurs raisons. Le seul impact qu'on a pu voir, les deux seuls impacts qu'on a pu voir sur le marché du démembrement, c'est le report des élections municipales qui ont retardé l'obtention de permis de construire et retardé la mise d'offres sur le marché. Ça, c'est le premier impact, mais qui va se reporter, on l'espère en tout cas, sur 2021 et 2022. Le second impact, c'est quelques retards qu'il pourrait y avoir sur des livraisons d'opérations, mais ce qui est très standard, je dirais, sur l'immobilier. On a régulièrement un trimestre de retard, 3 mois de retard sur une opération. Donc, je dirais que ce n'est pas proprement la crise sanitaire qui a impacté fortement le marché de la nue propriété. L'impact a été limité, pourquoi? Puisqu'on a constaté plusieurs choses. La première chose, c'est que la demande était toujours au rendez-vous. Le marché de la nue propriété, il faut le rappeler, mais c'est environ, chaque année, plus ou moins 2000 logements par an. 2000 logements par an, c'est tout de même une goutte d'eau dans l'océan de l'immobilier. Donc on a constamment, je dirais, une demande qui est supérieure à l'offre. Donc à chaque sortie d'opération, généralement, on a une commercialisation et un rythme de commercialisation qui reste assez, je dirais, intense. Donc premièrement, ce qu'on a constaté, c'est ça, que la demande était au rendez-vous et que nous n'avons pas eu d'impact en termes d'annulation de réservation. On s'attendait plus ou moins à une vague, pourquoi pas une vague d'annulation, et elle n'est jamais arrivée. Ce qui est rassurant parce que ça montre notamment que nos partenaires, conseillers en gestion de patrimoine, ont bien ciblé leurs clients, ont fait une étude patrimoniale globale, et que les investisseurs ont cru en démembrement, croient au démembrement et restent convaincus de l'utilité d'investir dans la pierre. Donc l'impact a été vraiment très limité sur 2020, surtout que toute la profession s'est adaptée. On a eu un petit temps de latence sur le premier confinement où l'État a quand même réagi très vite en permettant de réaliser des signatures à distance, des actes authentiques à distance. Là, il y a eu pas mal de succès de ce côté-là. Exactement, alors qu'à l'origine il y avait quelques réfractaires. Là, au surtout moins, les notaires, un petit peu démocratisé. C'était pas possible au niveau Tout des à fait, notaires, exactement. Alors que là, ça a démocratisé, je dirais. Alors peut-être sur une durée temporaire, on le verra, l'avenir nous le dira, mais ça a démocratisé la signature à distance. Donc lors du deuxième confinement, je dirais que l'impact a été nul, puisque tout le monde était déjà armé, tout le monde était bien équipé pour réaliser les réservations. Donc voilà, c'est un marché qui tient et qui montre encore une fois la pérennité du modèle et sa résilience, effectivement. Et vous, Alexandre, vous avez remarqué une incidence particulière? Je rejoins Even sur un point, c'est l'état de sidération du premier confinement. J'ai interrogé les équipes sur le terrain en essayant de me quantifier le taux d'annulation que nous allions pouvoir avoir. Et finalement, il a pas été, notre taux d'annulation n'a pas augmenté de façon significative. Donc, aucune défiance sur le modèle. Et au-delà, et d'un point de vue un peu plus macro, pas de défiance sur l'économie. Ça veut dire que l'investisseur qui achète le lendemain, on est confiné, non, tout va bien. C'est effectivement pas une crise de confiance, c'est une crise sanitaire. C'est vraiment deux choses très différentes. Alors, l'impact, il y en aura un, c'est certain. Mais la réalité, c'est que la confiance dans la pierre se révèle.
L'avantage de la nue propriété, c'est à qui je réponds en matière de besoins. Quels sont les besoins de mes clients finaux, enfin les clients finaux des conseillers en gestion de patrimoine. C'est la constitution d'un patrimoine. Très bien. Je me rends compte que la nue propriété, ce levier de décote, optimise cette constitution. Je veux protéger ma famille, mais ça c'est lié à l'immobilier, à l'investissement, avec les levées d'assurance de manière générale. Et comme j'achète bien parce que décoté, j'achète encore mieux pour effectivement protéger ma famille. Ensuite, il va y avoir des stratégies de donation, parce qu'effectivement, le Code général des impôts voit la nue propriété comme une valeur fiscale et pas une valeur économique. Très bien, ça nous permet d'avoir d'excellents leviers de donation. D'ailleurs, pour la petite histoire, notre plus jeune client, il a 3 ans. Donc, ça a vraiment été le levier de donation. Donc celui-ci, il commence bien dans sa vie. Donc tous ces devoirs patrimoniaux que se doit tous de réaliser va trouver un début de réponse grâce à l'investissement en nue propriété. En revanche, on a vu effectivement arriver un retour du paiement comptant. On se rend compte que statistiquement, on a eu plus de paiements comptants. Alors, est-ce que c'est le reflet ? C'est-à-dire que les gens vendaient d'autres choses par ailleurs pour pouvoir payer ? Pas forcément, on a vu alors, ça cash, pouvait être du réemploi de liquidité ? Oui, si. Ah oui ? Si. On a eu une augmentation de la part de financement comptant pour notamment cette stratégie de donation, de sécurisation de l'épargne. Alors, encore une fois, l'idée n'est pas de comparer, l'idée est juste de donner des indicateurs. Tout à l'heure, je vous parlais d'un rendement de 3,46. Aujourd'hui, si je dois me référer à quelque chose qui va être assez connu et manipulé, c'est l'assurance vie avec notamment les fonds euros. Et aujourd'hui, on a une performance de fonds euros qui, encore une fois, je me ferai corriger si je me trompe, mais de l'ordre de 1,50, 1,60, net de frais de gestion. Donc encore une fois, à quel moment le particulier, quelle confiance il va donner à sa trésorerie, à son patrimoine financier pour aller sécuriser ce placement. Donc on a vu arriver cette clientèle de fonds propres souhaiter investir sur l'immobilier. Et l'avantage que l'on a, que ce soit chez NuProSelect ou Perle, c'est que notre panel d'investissement commence à partir de 60 70 000 euros prix de nue propriété. Et je peux aller sur plus d'1 million d'euros sur un appartement familial Paris Intramuros. Le fameux que le bailleur a besoin de notre modèle pour avoir en exploitation. Donc on a un panel suffisamment large pour répondre à énormément de problématiques. Et pour le coup, c'est vraiment ce que nous, on voit de l'impact de la crise. C'est une accélération du paiement comptant, bien que le crédit soit encore dominant, quand même cette émergence. Et donc le problème, c'est plus un problème d'offre qu'un problème de demande alors ? Ça va être un problème d'offre, et encore une fois, là où je préfère que nous soyons le plus prudents possible, c'est qu'il ne faut pas que l'augmentation de cette offre soit au détriment de celle-ci. Je m'explique. La sélection de l'immobilier que l'on exerce, et nous on l'a vu toute l'année 2020, donc confinement, pas confinement, le rythme des analyses des dossiers, ce qu'on appelle nous les comités fonciers, on n'a pas décéléré nos comités fonciers, effectivement. On a été impacté parce qu'il y a eu des décalages de permis, il y a eu des élections, donc ça c'est la vie de l'immobilier, mais la réalité elle est là, donc effectivement il y a eu un marché de report sur 2021 avec des opérations qui vont être lancées, mais cette structuration elle ne doit pas aller faire pour faire, et donc mal faire peut-être. Donc la sélection, elle se fait sur des villes, sur des enjeux. Il y a notamment, et là encore une fois, c'est peut-être le fruit de cette crise sanitaire, c'est l'émergence de villes secondaires, sur laquelle on a beaucoup de demandes, qu'on avait commencé à cibler par le passé. Alors je vais vous donner un exemple, je vais vous parler de Dijon. C'est une ville effectivement, aujourd'hui, où deux opérations que nous avons menées en 2020 se sont particulièrement bien écoulées. On a vu aussi des souhaits de typologie avec des extérieurs. On a vu des souhaits de typologie un tout petit peu plus grande parce que maintenant on commence à penser qu'on va travailler à la maison. Les nouvelles habitudes de logement. Exactement. Et très rapidement, et là encore, c'est au-delà de la résilience du modèle de la NuPro, c'est notre résilience à nous, qualité d'utilisateur, c'est que tout de suite, on a spontanément vu des marchés rebondir à 20 minutes des métropoles parce que j'ai envie d'avoir un espace vert, parce que je peux être confiné, j'ai envie d'un balcon, j'ai envie d'un espace de travail. Donc cette quête du mètre carré de confort, elle se fait au travers de villes secondaires. Donc on sera toujours présent parce que c'est notre cœur métier d'être sur des métropoles clés, sur du Paris Intramuros, sur du Lyon, sur du Lille, sur du Bordeaux. Mais vous irez aussi au-delà de ça, on a envie d'aller découvrir ces marchés parce qu'il y a une réelle demande. Donc voilà, c'est l'évolution.
Et vous, Even, alors justement, 2021 pour vous, ça va se passer comment? Est-ce que vous avez des projets déjà dans vos cartons, j'imagine? Bien sûr, on a beaucoup de projets dans les cartons, on espère que ça soit un bon cru. Euh, Tout bonnement, comme on le disait tout à l'heure, c'est que les permis de construire qui n'ont pas été délivrés sur 2020 le seront probablement sur 2021. Donc on va avoir un afflux, je dirais, en tout cas chez NuProSelect, d'opérations qui vont se succéder. Premièrement, on a une opération que nous allons lancer, en tout cas la semaine prochaine, une opération à Charbonnières-les-Bains, une petite opération à 10 km de Paris, une commune qui est très connue, notamment des Lyonnais, avec un cadre de vie idéal. Et là, en fait, on a un garage, un ancien garage Citroën qui est chargé d'histoire puisqu'il existe déjà depuis 100 ans et qui a eu plusieurs vies, bien évidemment. Aujourd'hui, on va proposer 6 logements dans cette opération, en réhabilitation, une opération sur 15 ans. Et vous avez beaucoup de projets qui ont été menés par la ville, notamment le campus du numérique qui a ouvert ses portes début janvier et qui accueille près de 2000 étudiants. Vous avez notamment le casino de Charbonnières-les-Bains qui est très connu également. Donc beaucoup de Lyonnais s'intéressent à cette ville-là et on a lancé une opération l'année dernière à Villeurbanne, en fin d'année dernière, qui est aujourd'hui, il nous reste encore quelques lots disponibles. Donc on reste dans ce secteur lyonnais dont on considère un marché intéressant. Et puis sur les prochains mois, normalement mars et sur la fin du premier semestre, on va lancer une opération à Antony dans les Hauts-de-Seine, une belle opération sur des T3 et des T4 principalement, donc des tarifs assez importants, à peu près une quinzaine de lots qui vont être commercialisés. Et juste après, une opération en résidence étudiante à Nice. Pour le coup, on aura une cinquantaine de logements et ça répondra à la clientèle justement, un petit peu plus large de la nue propriété, puisqu'on sera sûrement sur des tarifs en dessous de 100 000 euros. Et au global, je dirais, sur l'année, on a un objectif de 250 logements à proposer à nos partenaires. Et pour le coup, on a déjà 2500 logements qui sont à l'étude, dont certaines opérations qui sont déjà au montage pour, espérons-le, proposer le plus rapidement possible des opérations à nos partenaires. Donc voilà, ça c'est sur la partie, je dirais, commercialisation. Et puis sur la partie un petit peu plus structurelle de l'entreprise, on est en train de mener différents recrutements, que ce soit au niveau commercial ou sur le montage et la structuration des opérations, pour venir une fois de plus renforcer notre place sur le marché de la nue propriété, dont on fait partie aujourd'hui des acteurs majeurs du marché. Donc un marché qui se démocratise plus que jamais. Un marché qui se démocratise plus que jamais. Bien évidemment, on étudie d'autres potentielles solutions, que ce soit de la nue propriété optimisée au déficit foncier, de la nue propriété, du démembrement de propriété avec un bailleur libre. Ce sont des pistes de réflexion. Voilà, oui, des pistes. Parce que c'est intéressant de voir qu'au-delà des bailleurs sociaux, peut-être que des bailleurs privés peuvent s'intéresser à ce type de placement. Évidemment, de plus en plus de bailleurs privés s'intéressent à ce type de placement, mais ce n'est pas les mêmes conditions de sécurisation d'opération, pas les mêmes garanties, pas les mêmes avantages pour l'investisseur. Donc il faut vraiment y aller avec parcimonie, bien étudier l'opération avant de se lancer sur ce marché qui est, je dirais, le marché du démembrement, mais couplé au déficit foncier. Donc c'est pas exactement la même clientèle, c'est pas exactement le même marché. Et donc on étudie ça attentivement. Donc ce sont des pistes, c'est surtout des pistes. Ce sont seulement, je dirais, aujourd'hui des pistes, mais avant tout, notre idée est de renforcer le nombre d'opérations qu'on peut proposer à nos partenaires pour avoir une présence un petit peu plus large sur le territoire et notamment aller sur la côte ouest également où aujourd'hui on est un petit peu moins présent et développer surtout la Côte d'Azur et notre secteur de prédilection qui est l'Île-de-France. Alors à part les résidences pour étudiants, vous ne faites pas trop les résidences services. Je crois que les EHPAD, ça ne vous tente pas trop ce type d'actifs. Non, disons que ce n'est pas le marché qu'on préfère, c'est vraiment quelque chose de particulier. On a sondé. Oui, parce que c'est du rendement régulier quand même normalement. Oui, alors dans le cadre d'un démembrement de propriété, ça serait plus un rendement régulier, ça serait l'acquisition de la nue propriété uniquement d'un EHPAD, c'est pas quelque chose qui nous plaît, je dirais. On a sondé nos partenaires sur des résidences seniors par exemple, mais le retour du marché n'a pas été au rendez-vous, pas très positif, donc on a préféré stopper court pour ne pas, je dirais, s'emporter sur des marchés qui ne remporteraient pas le succès qu'on pourrait. S'il n'y a pas de demande, c'est pas la peine d'insister. Bon, et vous, Alexandre, vos projets pour 2021? Les projets, ce qui va nous habiter, c'est de conforter tout ce qui est débouclage d'opérations. Depuis tout à l'heure, on parle de résilience, d'avantages fiscaux, on parle de pertinence géographique, de typologie, de prix. Au-delà de ça, il y a quand même une promesse initiale qui est d'aller restituer des clés à un plein propriétaire à terme. Et en bon état. Et d'un appartement qui a été remis en bon état d'habitabilité. La réalité,
c'est que comme on a créé le modèle en 2000, minimum 15 ans, on a commencé à déboucler des opérations. Dans notre jargon, c'est le débouclage. Euh, Aujourd'hui, on a 5 opérations qui ont été débouclées. On a créé des parcours résidentiels, que ce soit pour le nu propriétaire qui devient plein propriétaire, mais le locataire du bailleur, et des parcours résidentiels également pour le bailleur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les débouclages se gèrent 3 ans en amont. Donc là, on va avoir le résultat du travail de cette année sur 3 opérations. Le Valois, Vincennes et la troisième va m'échapper. Et ça va s'accélérer. Donc ça, c'est un enjeu majeur du modèle, c'est sa promesse d'il y a une vingtaine d'années. Donc là-dessus, il y a un très beau travail qui a été fait. Aujourd'hui, c'est cadencé, il n'y a pas de souci. Donc ça sera l'enjeu des années à venir, au-delà de 21. Après, si je veux parler d'actualité, on a effectivement une actualité riche. On a eu une fin d'année assez dense parce qu'effectivement tout ce report a commencé à s'égrener sur la fin d'année, notamment sur une opération sur Roquebrune, Cap-Martin. On a eu une opération sur Bandol, on a eu une opération sur Rennes, quartier étudiant avec pas loin de 70 logements. Et puis l'année va commencer tout de suite parce que cette semaine où on parle, on va lancer 2 opérations. Une opération sur Rennes de nouveau, le quartier Hôtel-Dieu pour les amateurs de l'Ouest. Une 50aine de logements, toutes typologies confondues, donc on va répondre à ces problématiques de budget. Et puis Belle-Île en mer, on a une belle opération qui voit le jour aujourd'hui même, au moment où on se parle, à 14h. Bon, écoutez. Continuons comme ça, et puis Courbevoie, pour parler un petit peu d'Île-de-France, et comme Even le disait très justement, on a des dossiers à l'étude. Là, je vous parle effectivement d'une actualité très proche. Je ne vais pas faire une liste à l'après-vert parce que ce n'est pas le sujet. Mais effectivement, on a pour habitude de ponctuer toute l'année de lancement pour répondre toujours à ces demandes. Donc effectivement, d'après ce que vous dites, pas mal de villes secondaires quand même, ou de tourisme, donc histoire de sortir un petit peu de ces zones tendues. Tout à fait. Les zones touristiques sont un vrai enjeu aujourd'hui de développement. Belle-Île, c'est ça, j'imagine. Belle-Île, c'est ça. Roquebrune, c'est également ça, pas que, mais également. Historiquement, on a fait des opérations à Perros-Guirec, qui sont des stations balnéaires, à Vimereux, à Saint-Valery-sur-Somme. Allez, je redescends un petit peu dans le sud. On a fait des villes comme Hyères, on a fait des villes comme Sanary, Beau-Soleil. C'est plus pour l'activité économique, en plus du tourisme. Mais oui, effectivement, ça fait partie des possibilités que vous avez en qualité d'investisseur en nue propriété. C'est que dans le cadre d'un temps fort professionnel, le temps nous est un peu compté. En revanche, je sais que je vais en avoir d'ici un horizon de 15, 16, 17, 18, 20 ans, parce que je vais avoir une retraite peut-être bien méritée, et je vais aller soit me générer des revenus complémentaires avec un placement de mon père de famille sur une résidence étudiante, ou effectivement, j'ai envie de profiter avec des éventuelles alternatives dans le sud, en bord de mer, etc. etc. Donc oui, ça fait avec partie l'effet post-Covid, finalement. Exactement, l'envie d'évasion. Et donc, ça veut dire aussi que vous allez de moins en moins travailler dans les zones tendues du Paris ou des zones centrales des grandes métropoles ou pas ? On continuera ce travail sur les communes comme Paris, comme le 92, comme Lyon, etc. L'enjeu, il n'est pas de savoir où je vais aller, l'enjeu est de savoir où mes clients finaux veulent aller. Et ils voudront toujours avoir un investissement à Paris intramuros, autant que faire se peut. Ils voudront toujours aller sur des métropoles très fortes, Bordeaux, le bassin aquitain, l'arc méditerranéen. Ça, il n'y a pas de sujet. En revanche, ces nouveaux besoins vont être traduits par de la détection foncière dans nos entreprises respectives, d'aller chercher des zones peut-être un peu plus estivales, un peu plus de plaisance, d'aller chercher des petites typologies, d'aller chercher pourquoi pas la montagne, etc. etc. Donc l'idée n'est pas d'abandonner quelque chose, mais c'est de créer une offre complémentaire un peu plus globale. Alors, Even, j'ai l'impression que les pouvoirs publics ont quand même pris la mesure du manque de création de logements. On voit ici et là des initiatives quand même pour un petit peu accélérer le rythme. Est-ce que vous pensez que ça va effectivement dans le bon sens et justement aller dans le sens de votre marché où il y a plus un problème d'offre que de demande? Justement, souvent on dit que dans le marché du démembrement, le problème c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'offres. Est-ce que vous êtes positif, optimiste en tout cas sur ces velléités apparemment publiques d'aller un petit peu accélérer ce rythme de création de logements?
Alors oui, je dirais que dans un sens, l'État pousse les bailleurs à créer du logement social et dans un autre sens, il les freine également. Je m'exprime, récemment, il y a eu une réduction des APL pour un certain nombre de prétendants aux APL, justement, pour faire des économies, pour que l'État puisse faire des économies. Et en même temps, ils ont demandé aux bailleurs de diminuer le montant du loyer que devait payer le locataire qui bénéficiait plus ou moins en partie des APL. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bailleur était obligé et est obligé aujourd'hui de diminuer le loyer, donc moins de fonds propres qui rentrent, et donc des opérations qui étaient, je dirais, bénéficiaires et qui se retrouvent à l'équilibre ou presque en déficit. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que de plus en plus de bailleurs vont faire appel notamment à Action Logement pour obtenir des prêts préférentiels et, comme je disais tout à l'heure, créer du démembrement. Pourquoi? Puisque ça ne mobilise aucun fonds propre. Donc certaines opérations qui étaient à l'équilibre à l'étude chez les bailleurs ne le sont plus forcément, je dirais, en conséquence de cette réduction d'APL. Et donc, je pense que de plus en plus de bailleurs vont se tourner vers le démembrement pour créer du logement social et respecter leurs obligations de création de logements sociaux. Donc je dirais que voilà, c'est un effet un petit peu contradictoire sur la tendance donnée par l'État, mais qui, je pense, va pouvoir, dont Perle, NuProSelect et les autres vont pouvoir bénéficier pour créer de plus en plus de logements en démembrement. Donc au final, quand même, un effet plutôt positif, quand même, ne serait-ce que sur le long terme. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait aussi d'autres initiatives pour favoriser la transformation de bureaux en logements. Bon, ça, c'est une vieille lune qui, jusqu'à présent, était contrariée par des lourdeurs administratives. Peut-être que dans ce sens-là, ça va aller aussi dans le bon sens, parce que plus il y aura de logements, plus c'est matière à, justement à susciter des déplacements en démembrement. Je ne sais pas si vous êtes Alors, en ce qui ça. concerne la transformation de bureaux en logements, c'est quelque chose qui est plutôt, je dirais, assez technique, qui va nécessiter certains coûts. Et donc, on pourrait, je dirais, hypothétiquement créer du logement très facilement sur des transformations de bureaux en logements, mais ce n'est pas forcément le cas tout le temps. Alors, on n'a pas, je dirais que j'ai pas le recul aujourd'hui nécessaire pour vous dire si oui ou non ça peut être bénéfique pour le démembrement de propriété. En tout cas, si les tendances du gouvernement sont à faciliter justement ces transformations de bureaux en logement, ça ne peut être que bénéfique au long terme, en tout cas pour le démembrement de propriété. Et vous, Alexandre, alors donc un peu le mot de la fin, est-ce que vous pensez qu'effectivement ce marché va tendre à s'accroître, à s'élargir? Est-ce que vous pensez justement que toutes ces lourdeurs administratives vont un petit peu s'édulcorer? Est-ce que, allez, à moyen long terme, vous êtes optimiste sur... parce que justement, le problème du démembrement, c'est qu'il faut plus d'offres. Il faut plus d'offres et en complément de ce qu'Evan vient d'évoquer, on sait intervenir sur du neuf, on sait intervenir sur de l'ancien. Et effectivement, cette problématique de restructuration de bureaux, elle existe. Et après, c'est du montage. Les difficultés, en fait, elles ne sont, entre guillemets, que pour les opérateurs en nue propriété. C'est à quel moment je mets d'accord un élu, à quel moment je mets d'accord un bailleur, et à quel moment je me mets d'accord avec moi-même. Parce que, au-delà d'être fournisseur, je suis également client. À la base, j'achète de l'immobilier. Donc non, je suis particulièrement optimiste parce qu'il y a une croissance de la demande. Chaque opérateur en nue propriété fait ce travail d'évangélisation, d'aller expliquer ce qu'est le démembrement de propriété. Donc non, je suis particulièrement optimiste. Les enjeux, les convictions et l'énergie mise qui est dans cet investissement socialement responsable, il est effectivement dans le développement des fonciers, toujours à cette conquête. Aujourd'hui, on rayonne sur tout le territoire. Tout l'hexagone, que ce soit sud-est, sud-ouest, comme je les ai déjà évoqués, donc Île-de-France, Nord-Est, on est vraiment sur tout le secteur. Donc on pousse ce développement en maintenant des stratégies très lisibles, très distinctes, pour toujours avoir cette obsession de répondre à un besoin client. C'est vraiment la seule obsession qui nous anime. Surtout que le démembrement s'inscrit dans une stratégie patrimoniale quand même de moyen à long terme, avec une vertu ISR, et je crois que c'est le maître mot aussi en ce moment, l'ISR. Ouais. Donc c'est sans doute aussi un argument qui va en faveur de ce type de placement auprès de vos clients, j'imagine. Tout à fait, c'est un des éléments qui est un des maillons du moteur de l'investissement en nue propriété. Alors j'ajoute quand même un élément, c'est que en introduction tu disais que ce n'était pas une loi d'incitation fiscale. Ça veut dire que mon démembrement, je peux le vendre à tout moment. Effectivement, si je veux récupérer les clés, je vais patienter un petit peu. En revanche, si j'ai besoin de l'arbitrer, pour des raisons de stratégie patrimoniale, d'enjeux familial, personnel, je peux le faire à tout moment. Et il y a un marché qui est particulièrement dynamique,
Alors chez nous, c'est le marché secondaire, et vous pouvez vendre votre démembrement à n'importe quel moment à un investisseur qui sera très content d'avoir une durée plus courte. Et quand on dit ISR, c'est ISR, pourquoi? Parce que justement le client s'y retrouve, parce que quels sont les éléments qui font de ce placement un placement ISR? Pas uniquement. L'enjeu, je reviens à mon introduction, c'est cette genèse, cette constatation de détention immobilière, avec cet enjeu pour l'État, d'avoir une délégation de cette mission de service public qui est de loger des actifs sur des zones tendues avec des loyers modérés. C'est en ça que c'est socialement responsable. C'est cette espèce de vœu pieux d'une mixité où on est dans un cœur de ville, on a complètement déconstruit ce modèle d'après-guerre, de ces grandes barres où on a procédé à du logement en abattage. Aujourd'hui, il y a une déconstruction de ce modèle qui ne fonctionne pas, on le sait. C'est ce modèle un peu à la Corbusier où tout avait sa place. L'habitation c'est là, le bureau c'est là, les commerces c'est là. Donc il y a une espèce de déconstruction avec une application des modèles de notre quotidien. Et ce modèle de cette déconstruction va justement sur la création de ces logements à loyer maîtrisé. C'est en ça que c'est responsable. Eh bien, la boucle est bouclée. Alexandre et Even, merci. Merci. À tous les deux. Beaucoup. Merci pour ces lumières. Et je vous dis à très bientôt.